La delegación de la Unión Europea, la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Festival de las Letras Europeas, 10ª edición, con la participación de Abdellah Taya, escritor marroquí en lengua francesa, entrevistado por Jorge Rizo Martínez. Bonjour, Monsieur Taya, et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la Foire internationale du livre de Guadalajara. Au nom de l'Institut français d'Amérique latine, je vous remercie de votre présence. Et le public hispanophone vous connaît bien, déjà grâce aux formidables éditions en espagnol de vos livres, parus aux éditions Cabaret Voltaire, dont la siège est à Madrid, et qui ont été traduits par Lydia Vázquez. Et bon, vous êtes né au Maroc, dans la ville de Salé, à côté de Rabat, la capitale. Et vous êtes venu à Paris pour faire un doctorat à l'âge de 26 ans. Vous êtes devenu écrivain et vous avez publié déjà une dizaine de livres. Alors, votre dernier roman, qui s'appelle La vie lente et La vida lenta, est paru en février dernier. Vous avez construit une histoire qui part d'une confrontation entre deux personnages, deux identités, une vieille femme française et un jeune homme marocain, homosexuel. Et c'est par là précisément que je voudrais commencer. Dans le contexte actuel de la France, qu'est-ce que vous pensez du problème de l'identité? Bonjour à vous tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux de répondre à votre invitation. Je suis très heureux de parler aux Mexicains et à vous plus particulièrement. Mon roman La vie lente est sorti en fait l'année dernière en 2019 et il vient d'être traduit aussi en espagnol aux éditions Cabaret Voltaire. Pour moi, j'ai écrit ce roman pour parler justement de toutes ces questions identitaires qui ne sont absolument pas résolues. Et plus il y a des tragédies, plus il y a des choses dures, plus on a l'impression que tous les camps deviennent de plus en plus exacerbés et personne ne veut céder. J'ai écrit La vie lente pour parler d'une vieille dame française pauvre, abandonnée par la société française, et un Marocain homosexuel qui a 40 ans, qui croit avoir trouvé une place et qui tout d'un coup se retrouve au milieu de tout ce qui n'est pas réglé dans la société française. Le roman leur permet de se confronter, leur permet de s'insulter, leur permet de se côtoyer, de connaître des moments extrêmes, notamment en contact de la police française. Mais aussi, c'est un roman, c'est ça ce que je voulais faire le plus, qui, à un moment donné, leur permet de se dire des choses avec de l'amour, avec amour. Parce que je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, non seulement en France, mais partout dans ce monde. Chacun croit qu'il a raison, chacun croit qu'il détient la vérité, et on oublie de s'adresser à l'autre avec un petit peu d'amour, en pensant à l'autre. Voilà, c'est un roman dur, c'est un roman très violent, c'est un roman très dans un rythme haletant, mais c'est un roman où il y a des miracles d'amour. Et moi, j'insiste. Je crois que le but de la vie, d'une manière générale, et le but aussi je crois que de tout écrivain, d'arriver à un moment donné à trouver un miracle d'écriture, un miracle d'amour. Et ces deux personnages sont tous les deux exclus par la société parce que le jeune Marocain, c'est un immigré et la vieille femme est aussi exclue, comme vous l'avez déjà dit. Et vous vous êtes engagé dans plusieurs fronts de lutte tout au long de votre vie contre ce type d'injustice et d'exclusion. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un écrivain aujourd'hui? Et c'est obligatoire pour un écrivain d'être toujours engagé contre ce type d'injustice? Écoutez, je suis marocain, je suis africain, je suis arabe, je suis musulman, je suis homosexuel. Et donc tout cela ne peut faire de moi que quelqu'un d'engagé.
parce que je viens d'un monde où plein de questions ne sont pas encore réglées. Et je vis dans un monde, la France, où plusieurs questions, notamment coloniales, postcoloniales, ne sont absolument pas résolues. Donc, quelqu'un comme moi ne peut pas être là seulement pour donner une parole attendue, une parole, soi-disant, qui va émanciper les autres, en offrant aux lecteurs et au monde une parole, euh, une parole fade, une parole qui ne prend pas en considération l'autre. Il me Oui, semble que l'homosexualité est encore un grand problème et les questions LGBTQ+, de manière générale, sont encore d'un grand problème dans le monde, pas seulement au Maroc, mon pays, mais aussi même en France, même aux États-Unis, même au Mexique. Toutes ces ouais, choses-là ne sont absolument pas réglées. Si en plus on rajoute à cette partie de mon identité, le fait que je sois arabe, que je viens d'un monde qui a été colonisé par la France, le fait que j'ai un rapport très particulier à la langue française et qu'il y ait très très peu de voix en fait arabes ou musulmanes qui accèdent à la culture française, qui parlent réellement des choses et qui ne donnent pas des réponses trop attendues. Donc il me semble que je ne peux être qu'être quelqu'un d'engagé parce qu'il faut que je parle. Il faut que oui, quelqu'un comme moi parle aussi bien dans la société française que dans la société marocaine, que dans ce monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, les camps ne cessent de s'exacerber, de se pétrifier, de devenir des choses, des entités qui ne veulent pas entendre les autres. Même ceux qui ont raison ne veulent pas entendre l'autre. Et donc, on se retrouve à chaque fois, chaque jour, dans des débats stériles, dans des débats qui ne mènent nulle part. Il me semble que quelqu'un comme moi a le devoir, d'une part, de parler des Arabes, des musulmans, d'une manière plus pertinente, plus profonde, et non pas être là pour donner des clichés à l'Occident. Il me semble que quelqu'un comme moi qui est homosexuel doit être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler au Maroc, en Afrique, dans les pays arabes. Il me semble que quelqu'un comme moi doit aller encore plus loin dans les questions coloniales et postcoloniales. Parce que même aujourd'hui en France, toutes ces questions-là ne sont absolument pas soulevées. Pour plein de gens en France, ils croient que le colonialisme s'est terminé et que ça y est, il y a plus de raison de revenir à cette question-là. Alors que nous, quelqu'un comme moi, est le produit du colonialisme français. Donc, vous voyez, donc, je suis au milieu de plusieurs enjeux et plusieurs combats. Et non seulement je dois être engagé, mais il me semble qu'on ne peut pas écrire sans être dans l'engagement. C'est impossible. oui, 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 hein. Vous avez dit plusieurs fois que écrire la fiction pour vous, c'est seulement possible à partir des expériences que vous avez vécues. Alors, on peut dire que dans votre fiction, il y a un œil qui observe. Vous écrivez un roman, mais il y a aussi un côté, disons, sociologique et vous remarquez les problèmes dans les cités, les banlieues, les rapports de force entre les classes sociales. Est-ce que ça fait partie de votre inspiration, le regard critique de votre entourage? En fait, quand j'écris, j'essaie d'oublier que je suis intelligent et que j'ai un bagage intellectuel qui me permet d'analyser la société. Le plus important dans le roman, dans l'écriture de manière générale, c'est de transformer des idées, des remarques, des critiques en quelque chose qui relève de l'imaginaire. Je ne peux pas écrire avec des personnages qui parlent comme s'ils étaient des philosophes à la Sorbonne. Il faut que des gens, que les personnages, il faut que les personnages soient dans la vie, vivants. Et c'est ça l'enjeu le plus important. Je suis d'accord homosexuel et c'est très important pour moi de parler de ces questions homosexuelles, mais ça ne m'intéresse pas d'aborder la question homosexuelle et LGBTQ+, d'une manière générale, comme si ces questions-là se passaient dans un autre monde et qui n'ont rien à voir avec ma voisine hétérosexuelle, ou bien mon boucher sénégalais, ou bien le vendeur des journaux qui est tunisien. Pour moi, c'est très important de garder les questions
LGBT à l'intérieur de la société et faire en sorte comme si tout cela à la fois se mélange, se confronte, on reste dans la vie. C'est pour moi très, 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 très important. Je ne peux pas dire que parce que je pars d'une expérience personnelle, je parle que de moi-même. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a moi, mais il y a toujours le monde autour de moi. Dans le dernier livre, La vie d'Alenta, il y a, la vieille dame française qui est tout aussi importante que Mounir dans le livre. Et le livre raconte justement comment l'Occident traite les vieilles personnes. Quand les gens deviennent vieux ou vieilles, l'Occident les jette, ne veut plus entendre parler d'eux et d'elles. Et voilà que Madame Marty, Simone Marty, se retrouve à plus de 80 ans dans un petit studio de 14 mètres carrés au dernier étage d'un immeuble au plein cœur de Paris et personne ne se soucie d'elle. Et c'est justement là où commence le roman. Comment une vieille dame oubliée de la France va revenir à la vie grâce à la confrontation avec quelqu'un qui est tout aussi exclu qu'elle dans la société française, un arabe, marocain, homosexuel qui s'appelle Mounir et qui a plus de 40 ans et qui tout d'un coup se retrouve piégé dans les débats stériles qu'on voit en ce moment. Oui, oui, les oubliés de la France, les oubliés du Mexique qui souffrent aujourd'hui encore plus à cause de la pandémie. Nous avons vu le nombre de décès dans les EHPAD et au Mexique, c'est un peu la même chose, hein. Mais vous croyez que la fiction peut nous sauver de la réalité, de cette réalité? La fiction peut aider, mais moi, je m'en fous que ça soit de la fiction, pas de la fiction. Je m'en fous du genre dans lequel on place l'écriture, mon écriture ou l'écriture des autres. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est qu'on écrive, qu'il y ait des gens qui parlent. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait personne qui parlait. Et qui parlait, en tout cas, d'une manière à ce que moi, je me reconnaisse dans ce que cette personne disait. Il fallait que j'invente moi-même d'autres identités qui me parlaient, si je peux dire. Donc, il faut écrire. En fait, il y a très peu de gens qui écrivent, et encore moins des gens comme moi, arabes, musulmans, gays, aussi bien au Maroc qu'en France. On n'entend pas tellement parler de ces gens-là. Et quand je veux dire parler, c'est des gens dont on accepte qu'ils parlent avec une certaine profondeur. Et non pas qu'ils soient là juste là pour confirmer ce qu'on pense d'eux ou bien qu'ils disent ce qu'ils doivent dire pour qu'on les accepte dans telle ou telle société. Parce que l'écriture, en fin de compte, n'est pas quelque chose qui rassure, n'est pas quelque chose qui est là pour résoudre totalement un problème. L'écriture est là pour soulever des choses, pour mettre le chaos dans le monde et parler justement de ce qui se passe dans ce monde-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de sociologie. Il est très important, évidemment, de faire attention aux idées politiques, aux débats politiques, aux classes sociales et tout ça. Mais tout en faisant attention à cela, pour moi, il faut faire en sorte que tout cela entre dans la littérature d'une manière fluide, d'une manière où il y a la vie, et où il y a l'imaginaire plus que la sociologie, où il y a les sentiments qui nous lient les uns aux autres, plus que les idées. Je n'ai pas envie de paraître dans mes livres comme quelqu'un qui a tout compris sur le monde, qui a tout compris sur la France, qui a tout compris aux questions identitaires, coloniales, postcoloniales, etc. En revanche, j'ai envie que les gens, quand ils lisent mes livres, qu'ils se sentent en union avec les personnages et avec les sentiments que propose le livre. Et c'est seulement quand il y a cette union que eux-mêmes ils vont se rendre compte de la pensée qui traverse le livre. Voilà, voilà. Ça, c'est une façon aussi de critiquer ce monde germano-pratin qu'au début avait du mal à vous accepter, je pense. Mais bon, À vrai dire, le monde germano-pratin ou autre, ça c'est quand on parle de ça, c'est juste une construction sociale comme une autre en fait.
Ce qui compte, c'est l'écriture. Et si on arrive à faire quelque chose avec ça ou pas, dans le livre, dans l'écriture. Après, comment les livres sont reçus, comment ils sont lus ou pas, ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas maîtriser. Mais d'une manière générale, même si certains n'ont pas totalement compris mes livres, ce n'est pas grave parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance quand même. Mes livres sont traduits, j'ai obtenu des prix, etc. Donc, je ne peux pas jouer le rôle de la victime ici. Oui, et par rapport à ça, justement, par rapport à la réception de vos livres, et, qui sont aujourd'hui lus partout en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, est-ce que vous avez détecté des différences dans la critique littéraire de chaque pays? Et vous vous êtes senti toujours libre en Europe ou plus censuré ou plus libre dans certains pays? Non, est-ce que je me sens libre en France ou bien... Je ne peux pas dire que c'est la France qui m'a donné ce sentiment de liberté. Le sentiment de liberté, il est en nous. On peut vivre dans une prison, mais la prison peut être juste des murs et des gardiens. Si en soi-même, au fond de soi-même, on a le sentiment que nous, on est libre. Et moi, malgré tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance et mon adolescence au Maroc, des choses assez tragiques, ça n'a pas tué en moi le désir de faire des choses, le désir de bouger, le désir de conquérir le monde, le désir je n'avais absolument rien. Je viens d'un monde très, très pauvre. On n'avait même pas de quoi manger. Et dans un monde complètement arabophone, on ne parlait pas français. Il fallait aller jusqu'à la langue française. Donc, c'était quelque chose de très, très dur. Mais je l'ai fait, non pas parce que je croyais que la France ou bien la langue française allait me libérer, mais parce que j'estimais que ça, c'est des moyens qui pouvaient me permettre d'arriver à ce que je voulais. Le sentiment de liberté, je l'avais en moi depuis toujours. Encore une fois, la question comment les livres sont reçus dans tel ou tel pays, je ne peux pas maîtriser ça. Tout ce que je peux dire et redire, c'est que quelqu'un comme moi est déjà vraiment très chanceux parce que mes livres, comme vous l'avez dit, sont traduits dans beaucoup de pays, en France, aux États-Unis, et c'est comme en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Danemark, en Suède, et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et rare. Donc, qui témoigne d'une certaine façon qu'il y a un certain intérêt pour mes livres et pour ce que j'ai à dire. Et c'est grâce à ce sentiment de liberté que vous avez brisé les barrières dans plusieurs formes dans votre vie et avec votre courageux coming out, par exemple, si je ne me trompe pas, c'était en 2006. Et quels sont les dangers et les bénéfices de briser les barrières de cette façon? Euh, En fait, quand on écrit, je ne peux pas dire que j'écrivais avec le sentiment et le projet, je vais briser des tabous, je vais vous montrer à quel point je suis libre et plus libre que vous. Je pense que rien n'est réglé en nous en tant qu'être humain. Il y a plein de choses qui ne sont pas des névroses, des tragédies qu'on a rencontrées dans sa vie qui ne sont pas réglées. En revanche, le fait d'écrire, mais écrire au sens propre, euh, ça vous donne comment dire ça? Ça vous donne de la force pour aller encore plus profondément dans ce que vous écrivez. C'est comme si un mot vous permettait d'être plus profond et encore plus profond et encore plus profond. Et du coup, encore plus courageux, encore plus courageux. Donc, du coup, quand j'ai fait mon coming out en 2006, je, je comprends que ça paraisse comme quelque chose de très courageux. Et ça l'est, bien sûr que ça l'est. Mais ce courage-là, il vient de la légitimité que donne la littérature, que donne l'écriture. À partir du moment où on a réussi à résoudre tout cela en écrivant, c'est l'essentiel. Après, affronter le monde, les critiques et tout cela, il faut d'autres armes. Mais l'essentiel, c'est l'écriture, c'est la littérature.
Parce que je ne peux pas, moi, convaincre tout le monde que je suis un être humain digne de vivre, digne d'être aimé, etc. En revanche, avec l'écriture, avec les mots, je peux y aller très profondément et les convaincre, malgré eux. Et votre premier roman est paru il y a déjà 20 ans. Alors, en rétrospective, quels ont été les changements ou les transformations dans votre écriture pendant ce temps? L'écriture ne cesse de changer et de bouger, puisque moi-même, je traverse la vie, euh, je suis confronté à des choses qui me dépassent, j'aime. Donc forcément, tout ça influence ma façon d'écrire. Peut-être mon écriture est devenue aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup plus pauvre, j'allais dire, beaucoup plus ascétique. Je m'en fous d'écrire maintenant des phrases trop longues pour montrer que je domine et que je maîtrise parfaitement la langue française. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est avec très peu de mots, donner au lecteur un sentiment d'urgence et de rythme. Mais ça, c'est plus difficile, j'imagine, non? C'est plus difficile d'être simple que d'écrire des longues phrases à la Marcel Proust. Vous avez dit que vous avez de plus en plus de, de difficultés pour écrire à chaque livre parce que vous essayez d'être plus simple, non? J'imagine que Oui, oui, ça c'est très paradoxal. Plus on écrit, plus les choses deviennent compliquées. voilà. Et, et plus on écrit, plus on a cette impression qu'on a déjà dit ce qu'on est en train d'écrire. Et donc, d'où d'où l'urgence à chaque fois de trouver des motivations pour écrire tel ou tel livre. Quand je dis je ne veux pas écrire des phrases compliquées comme Marcel Proust, etc., ce n'est pas du tout contre Marcel Proust. Moi-même, je vénère Marcel Proust. Mais l'écriture, au fond, ne peut être que dans la suite de la respiration d'un être humain. Moi, au tout départ, mon rapport à la langue française est très compliqué. Et j'ai toujours ce sentiment que je ne maîtrise pas tant que ça la langue française. Et que j'ai très peu de mots pour dire ce que j'ai à dire. Donc, avec le très peu de choses, comment avec très peu de choses, très peu de mots, très peu de connaissances, même si au fond, je sais que je maîtrise la langue française, mais quand j'écris, il ne s'agit pas de montrer que je connais cette langue. Il s'agit de montrer autre chose. Il s'agit de montrer un autre rapport à cette langue. En tout cas, plus j'écris, plus c'est difficile d'écrire, et plus je me rends compte que mes phrases deviennent dans un rythme haletant. Il y a une course dans les mots. Une course. Une course. Je cours avec les mots et dans les mots. Bon, il me semble que vous menez une bataille contre le mépris des autres. Vous dénoncez tout ce qui ôte la dignité des exclus. Cela est très bien résumé, je pense, dans une phrase de votre roman, quand le personnage principal dit: «Le monde à Paris ne me voyait pas». Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à nous voir entre nous aujourd'hui, Abdelataya? Ah, ça, c'est la question de 1 million de dollars, hein, je crois. Parce que chaque jour, on a la preuve que les gens ne veulent pas se voir. Les gens aujourd'hui ne veulent que être confirmés dans leur certitude que c'est eux qui ont raison et pas les autres. Et ça, c'est un grand problème. Donc, nous vivons aujourd'hui avec le sentiment qu'on se jette les uns aux autres nos certitudes. Ouais. Franchement, moi, je n'ai pas de solution à cela. Tout ce que je sais, c'est que des gens comme moi,
il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Je veux dire des Arabes homosexuels qui vivent en France, qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue, le français, et Ouais. qui abordent des questions qui ne sont pas du tout encore complètement soulevées en France. Il me semble que c'est très important que quelqu'un comme moi écrive, il parle. Et tant pis si ce qu'on dit, ça va fâcher. Euh, voilà. Je n'ai pas de solution. Tout à l'heure, je parlais d'amour. Vous savez, quand par exemple, j'ai tourné mon premier film, L'Armée du Salut, à partir du livre, Oui, je me disais, même si cette histoire se passe dans un monde de mon enfance et mon adolescence où j'ai subi des choses atroces, oui, il ne faut pas que je filme ce monde d'une manière atroce. Il ne faut pas que je filme ces gens et ces lieux comme s'ils étaient inférieurs à moi, le réalisateur et celui qui a subi des choses atroces. Il fallait que je les filme avec amour, même quand ils étaient méchants. Il fallait que je trouve en moi une forme de force qui me permettait de dépasser le traumatisme et de filmer les gens avec amour. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de rappeler cette vérité aux gens, qu'on ne peut pas toujours aborder l'autre, les autres et surtout les gens du tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, les gens de l'Afrique, les gens de l'Asie, les gens de l'Amérique latine, comme s'ils étaient inférieurs au monde occidental. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Le monde occidental, d'accord, il a les avancées techniques, technologiques, etc., etc., mais ce n'est pas une raison pour qu'il continue dans un mépris vis-à-vis de l'autre monde. Euh, Moi, je viens de l'autre monde, je viens de ce tiers-monde. Donc, je ne peux pas parler de ce tiers-monde d'une manière méprisante, juste pour faire plaisir à l'Occident. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas parler de ma mère, même si elle n'a pas été très gentille avec moi, d'une manière méchante. Il faut que j'approfondisse la question de ma mère. Pourquoi ma mère était comme ça? Pourquoi elle ne m'a pas protégé quand j'étais petit? Je ne peux pas juste dire ma mère ne m'a pas protégé, ma mère m'a fait ci, ma mère m'a fait ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me contenter de la position de la victime. Il faut que je pose la question pourquoi ma mère était comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'une femme marocaine était comme ça? Vous voyez? oui. Donc, il faut aller au-delà de ce que le monde ne propose aujourd'hui comme réponse sûre et certaine. Oui, oui, en fait, je voulais dire, je voulais revenir juste à ça, parce que vous avez fait une incursion dans le cinéma et avec votre film L'Armée du Salut, et que je recommande d'ailleurs au public mexicain. Et pourquoi le cinéma éveille cette fascination en vous? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans le langage cinématographique que la littérature ne peut pas vous donner? En fait, le cinéma je sais pas comment dire ça. Quand j'étais petit, il n'y avait que le cinéma, il n'y avait que les films égyptiens, le cinéma égyptien plus précisément, Ah qui oui, passaient à la télévision et j'avais l'impression que ces films me parlaient directement. Ils avaient été faits pour arriver jusqu'à la vie de quelqu'un comme moi. Euh, Ils entraient dans ma tête. En plus, ils parlaient en langue arabe, ces films égyptiens. Donc, j'avais l'impression qu'ils étaient faits spécialement pour quelqu'un comme moi. Le cinéma, je ne l'ai pas choisi. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que, je ne sais pas comment dire. C'est tout ce qu'on donnait aux pauvres. Les pauvres, au moins, voilà, ils pouvaient regarder les films qui passaient à la télévision. La littérature, les livres, l'écriture, tout cela paraissait aux gamins que j'étais au Maroc comme quelque chose d'extrêmement bourgeois, oui, d'extrêmement destiné aux classes des riches, extrêmement destiné à ceux qui, au Maroc, parlent la langue française et qui, justement, pour montrer que eux, ils sont supérieurs aux autres Marocains pauvres, ils se mettent à parler la langue française. Donc, vous voyez,
heureusement pour moi qu'il y avait ces films arabes qui parlaient dans la langue arabe, égyptien, et qui étaient franchement merveilleux. Dans le cinéma égyptien est extrêmement riche, extrêmement profond. Et c'est à ce moment-là, en tout cas déjà très petit, que j'ai décidé qu'il fallait que moi aussi un jour je fasse quelque chose qui ressemble à ça. J'ai pris la décision, je crois, de devenir réalisateur à l'âge de 10-11 ans, sous l'influence des films égyptiens. Dans le cinéma, il y a quelque chose, comment dire ça? Je crois qu'il y a quelque chose de plus démocratique. Mhm. Le langage cinématographique peut être lu et, et accepté par tout le monde, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de vie. Et moi, heureusement pour moi, en tant que homosexuel, il y avait ces films. Euh, et en plus, ça parlait ma langue, la langue arabe. Voilà. Oui, vous avez mentionné plusieurs fois votre rapport avec la langue française et que vous avez qualifié comme une langue de l'ennemi. Ça, c'est assez fort. Mais malgré tout, vous avez décidé de la maîtriser pour inverser la relation d'oppression que vous sentiez et pour tout ce que le français voulait dire au Maroc, c'est-à-dire la langue des riches, la langue des colonisateurs. Aujourd'hui, c'est votre langue de travail, une langue que vous aimez et, et vous pensez que votre relation avec la langue française va encore évoluer vers d'autres positions dans l'avenir? Effectivement, au tout départ, la langue française, c'était la langue de l'ennemi, c'est-à-dire des bourgeois marocains. Et quand je dis les bourgeois marocains, c'est-à-dire c'est des gens qui possèdent le pays, le Maroc. C'est des grandes familles bourgeoises. Comme au Mexique d'ailleurs, il y a très peu de familles qui possèdent tout le pays. Voilà, donc et ces familles, ces bourgeois marocains, non seulement ils possédaient le pays, donc ils nous maintenaient, nous, dans la pauvreté, mais en Oui, plus, pour se séparer de nous, et donc se séparer du Maroc, ils se mettaient à parler la langue française. Donc, vous voyez, la langue française, au tout départ, pour moi, ne pouvait être que la langue de ces gens qui nous méprisent. Donc, c'est la langue du mépris. En plus d'être la langue de la colonisation, c'est la langue du mépris exprimée par les bourgeois marocains envers les pauvres marocains comme moi. Donc, dès le départ, je sais pas comment dire, je suis infériorisé, je suis méprisé, piétiné dans la langue française. Tout le défi a été de comment surmonter ce mépris, surmonter le traumatisme et aller prendre à ce pouvoir, à ces riches, leur propre langue, il a retourné contre eux, pas seulement pour la modifier, mais surtout pour mettre dans cette langue française mon imaginaire à moi, ma famille à moi, les sacrifices de ma mère, les pauvres, l'imaginaire du pauvre, la richesse de l'imaginaire du pauvre. Tout cela l'amener et la mettre dans la langue française. Ça peut paraître presque arrogant comme entreprise de ma part. C'est-à-dire, j'estime que ce que j'ai vécu, malgré la pauvreté, malgré les viols et tout ça, c'est quand même un monde riche. Et cet imaginaire-là des pauvres, je vais le prendre et je vais le mettre dans la langue française. Et c'est, je crois, ce qui a fait de moi un écrivain. C'est que je n'ai pas tourné le dos aux pauvres, je n'ai pas tourné le dos à ma mère, je n'ai pas tourné le dos à mes sœurs, malgré tout ce qui s'est passé, oui. malgré tout. C'est pas parce que j'ai été victime et que j'ai été traumatisé par eux Mm. que je vais les transformer en monstres pour l'éternité. Eux aussi, ils sont victimes de quelque chose. Eux aussi, ils ont subi l'oppression du pouvoir marocain, le racisme des bourgeois marocains. Il n'y a pas que moi qui ai souffert. Eux aussi, ils ont souffert. Donc, pour moi, quand j'écris aujourd'hui, dans la langue française, donc dans la langue de mépris, euh, il faut que j'amène avec moi mes sœurs, ma mère, les voisines, tout ça. Comment ils résistaient malgré tout, comment ils résistaient avec leurs propres moyens. Ils n'ont pas avec les moyens que
sanctifié par la Sorbonne ou je ne sais pas qui d'autre. C'est que la résistance ne se passe pas seulement avec les moyens dont on parle dans les médias. Les pauvres aussi résistent tous les jours. Juste pour de quoi avoir à manger, il faut beaucoup d'intelligence sociale, beaucoup de courage. Et moi, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes sœurs, j'ai vu mon père se faire humilier devant moi, juste pour nous nourrir. Donc, comment moi, aujourd'hui, je peux parler de moi comme si j'étais celui qui comprenait le monde mieux qu'eux. Ça serait totalement faux et ça serait totalement injuste pour eux et pour la littérature. Donc, arriver jusqu'à la langue française, c'est pour ramener tout ce monde-là avec moi et le faire entrer dans la littérature et dans cette langue qui continue d'ignorer tout sur ce monde. Hmm. Et, oui, et la langue espagnole aussi a une présence évidemment moins importante, mais c'est aussi, et il y a une présence aussi au Maroc parce que c'était un protectorat aussi espagnol. Ça, c'est une sorte de union entre nous parce que évidemment, c'est pas au même moment, mais nous au Mexique, on avait aussi, on a fait partie de l'Empire espagnol. Et vous croyez que l'espagnol fonctionne de la même manière que la langue française? Il y a une curiosité, je me rappelle que Cervantes, Miguel de Cervantes, a été emprisonné dans votre ville de Salé. Ça, c'est curieux. Oui, Et quel est votre rapport avec l'espagnol? à vrai dire, mon rapport à l'espagnol, je n'ai pas tellement de rapport, dans le cas quand j'étais petit, parce que j'y vivais à côté de la capitale Rabat, donc les gens qui étaient en plus en contact avec l'Espagne et l'espagnol, c'était les gens du Nord. Du nord de Et, Casablanca. Ah. oui, le Nord, Tanger, Tétouan, Mm. Nador, Melilla et tout ça. Donc, il n'empêche que l'Espagne a aussi un passé colonial, et que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore deux villes qui sont colonisées par l'Espagne au Maroc, Melilla et Ceuta, Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ceuta y Melilla, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais la langue du pouvoir au Maroc, c'est le français. La langue des riches marocains, c'est le français. Donc, si je peux dire, mon combat à moi, il était situé avec cette langue-là. Voilà. C'est curieux d'ailleurs de définir euh, ce, ce, l'écriture comme un combat. Voilà, parce que souvent, les gens, ils ont cette conception que on ne peut écrire que quand on est dans une connaissance parfaite de la langue et qu'on a tout maîtrisé de la langue. Alors que moi, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas tout et que j'ai Ouais. encore plein de lacunes et que je suis encore ignorant dans certaines choses. Et pourtant, malgré tout cela, je vais y aller. Je vais y aller, malgré tout. Objectivement, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait un doctorat, etc., etc. Mais Oui. quand j'écris, j'essaie d'oublier tout cela. Et j'essaie de me rappeler ce premier rapport à la langue française, quand je n'avais que très peu de mots. Mais très peu de mots, mais la volonté d'y entrer avec ce que nous étions nous. Ils n'ont pas changé de peau une fois que je me mettais à écrire dans la langue française. Oui, et dans votre écriture, je trouve l'existence d'une certaine musicalité qui vient de la langue arabe, peut-être. Et pour moi, vous êtes capable d'exprimer très bien les états d'esprit des personnages grâce à cette musicalité. Est-ce que vous la cherchez, cette musicalité, ou ça fait partie de votre, de, de, de l'arabe qui est en vous? Je pense que la musicalité de chaque personne existe en lui, en elle. Voilà, donc on n'a pas presque trop besoin de réfléchir sur cette question-là. Cette musicalité, elle sort d'une façon naturelle et normale. Avant la langue française, il y a d'abord en moi la langue arabe. C'est-à-dire que même si moi,
je voulais enlever la langue arabe de moi, ça serait impossible. En revanche, j'ai l'impression que si je m'arrêtais d'écrire en langue française, de parler le français pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai l'impression que le français va sortir de ma tête. Donc, quand j'écris en français, forcément, la musicalité est celle de la langue arabe. La langue arabe telle qu'elle se parle d'une manière quotidienne au Maroc, ce qu'on appelle la darija au Maroc. C'est cette musicalité-là, je veux dire, comment elle est entrée en moi et elle a décidé que c'est ma façon de parler, de dire les choses. Dans notre façon de parler, de dire, de décrire, on ne maîtrise pas tout. Et je dirais même qu'il n'y a pas seulement ma musicalité à moi, il y a aussi de la musicalité des autres. Parce que souvent, on nous enferme dans le combat identitaire et pour nous dire qu'il faut qu'on se définisse comme un individu par opposition aux autres. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous, au fond, constitués de plusieurs échos des autres. On est possédé par les autres. Il y a les voix des autres en nous. Et quand dans l'écriture, vous parlez de musicalité, de ma musicalité à moi, il y a ma respiration, ma musicalité, mais il y a aussi toutes les voix des autres gens qui comptent pour moi, qui sortent en même temps que moi. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait que l'écriture est une expérience à ce point-là passionnante. Parce que ce n'est pas une affaire d'une personne ou bien d'un jeu. C'est une affaire de ce qui est dans ma tête, dans ce corps. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe que je ne connais pas? Donc, dire que je pratique une écriture du jeu et seulement du jeu serait faux. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse même pas que être uniquement dans mon jeu. Il n'y a que moi, moi, moi. Ça ne m'intéresse pas ça. À partir de moi, je prends les autres avec moi et je me mélange avec eux. Voilà. C'est l'histoire de mélange. C'est une chorale, non? Oui, c'est une chorale et on ne peut pas complètement maîtriser l'influence de ces voix à l'intérieur de notre corps. Ça se passe là, dans ce corps-là. Et c'est ce corps-là qui est écrit et cette voix-là qui est écrite, mais dans ma voix, il y a les autres voix. Il n'y a pas que ma voix. Je ne suis pas intéressant seulement parce que je suis moi. Forcément, je suis nourri depuis le départ par les autres. Il y a l'écho des autres en moi. Ouais. Et c'est ce qui sort dans l'écriture. Bon, en 2018, vous avez dénoncé les cas de viols collectifs qui ont frappé le Maroc. Et vous avez dit que c'était une société qui ne voulait pas grandir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la maturité pour un pays? Je pense que malheureusement, cette question de viol et des violences sexuelles, plus exactement, sont encore très, très, très répandues au Maroc, mon pays, mais il faut le dire aussi dans le monde entier. C'est-à-dire que aucun pays n'a réussi jusqu'à présent à complètement donner la justice nécessaire pour répondre aux appels des victimes et des gens qui continuent de subir tout cela. Quand je disais que le Maroc ne voulait pas grandir et avoir la maturité nécessaire pour aborder ce problème, je crois que je parlais principalement non pas des gens, mais du pouvoir. Comment le pouvoir, les responsables politiques, ne veulent toujours pas s'engager dans la voie qui va nous permettre de changer le regard de la société, de changer le regard des gens, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de viols et des violences sexuelles. Or j'ai l'impression que ces viols et ces violences, ça ne s'arrête pas. Il y a des gens courageux, des individus courageux qui crient, qui manifestent, mais à côté, on a le pouvoir qui fait comme si tout cela ne se passait pas au Maroc. En fait, quand je disais le Maroc ne voulait pas grandir, je ne parlais pas des gens. Les gens ne font que subir les programmes politiques qu'on leur impose. Et même quand ils crient, quand ils se manifestent, le pouvoir ne veut toujours pas les entendre. Donc c'est le pouvoir qui ne veut pas grandir, en fait. C'est le pouvoir qui a tout intérêt à ce qu'on reste des sujets muets, d'une certaine façon, des sujets qui subissent
Mmh. et qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de possibilité de transformer la société par la loi. Le pouvoir a tout intérêt qu'on reste des petits, hein, et que la violence se passe entre nous et que cette violence-là ne soit pas dirigée contre lui. Oui, 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 je vous demandais ça, justement parce que je pense que vous connaissez le cas mexicain, hein, la quantité effrayante de femmes mortes ces dernières années, c'est terrible et il il y a une, nécessité de combat, féministe très important Oui. dans notre pays. Et il y a quelques mois, juste avant l'arrivée de la pandémie, j'ai eu l'occasion de rencontrer Leila Slimani. Je sais qu'elle est votre amie, cette femme lumineuse. Et dans son dernier roman, elle qualifie le Maroc comme le pays des autres. Est-ce que vous avez eu ces sentiments, ces mêmes sentiments quand vous étiez enfant, d'habiter dans le pays des autres? Non, 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 non. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les riches, le pouvoir, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne nous enlève pas, en tant qu'être humain, notre propre expérience dans la vraie vie, notre traversée de la vie et la richesse des expériences que nous vivons. Donc, le pouvoir, il peut dire ce qu'il veut. Les richesses, ils peuvent ne mépriser. Les riches, ils pouvaient ne mépriser comme ils voulaient. Ça, ma vie restait très intéressante. Pas très riche, parce que nous étions 11 personnes dans 3 chambres, dans 3 pièces, dans une petite maison. Donc, forcément, ces 11 personnes, il se passait beaucoup, beaucoup de choses entre eux, euh, qui relèvent pour moi presque de la mythologie. Maintenant que j'ai vieilli et que je repense à tout ce qui se passait entre nous, euh, non, je ne. C'est pas pour dire que je suis contre ce que Leila Slimani a dit, mais mon expérience à moi, c'est que j'ai appris très vite que je n'ai pas besoin de la bénédiction de quelqu'un de supérieur à moi pour valider ce que je vis. Je peux avoir, je peux avoir les poches vides et je peux mendier, peut-être, pour avoir de quoi manger. Et cette expérience de la mendicité peut être peut-être plus riche et plus profonde que quelqu'un qui est riche et qui a l'argent et qui ne se bat pas juste pour avoir de quoi manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est heureusement pour moi, j'ai appris très vite, je ne sais pas comment je l'ai appris, que ce n'est pas parce que le monde ne m'acceptait pas comme homosexuel, ce n'est pas parce que les riches ne méprisaient au Maroc que cela appauvrissait mon expérience de la vie. Le Maroc m'appartenait autant qu'à eux, je dirais même plus qu'à eux d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, Abdelataya. Et malheureusement, c'est la fin de l'entretien parce que il y a une limite de temps. Mais on espère de vous accueillir bientôt au Mexique et de manière présentielle. On vous invite et on espère de vous revoir très bientôt. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et j'invite vivement le public mexicain de lire vos livres, vos romans et de découvrir ce monde que vous dessinez d'une manière incroyable dans votre œuvre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup et j'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de salutations très chaleureuses à tout le monde au Mexique. Merci beaucoup. Merci.